Merci pour votre fidélité à cette édition, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. À la une de l'actualité, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin a pris l'initiative de faire paraître une revue semestrielle pour rendre plus visible et plus officielle ces décisions. C'est une première dans l'histoire de cette institution. Le lancement du numéro 0 de ce périodique a eu lieu ce lundi 9 septembre 2019. Les établissements s'activent pour une rentrée paisible. C'est le constat fait hier, lundi 9 septembre 2019, au démarrage de la pré-rentrée. Si pour certaines écoles, la période est propice pour la mise sur pied de leur calendrier scolaire, d'autres en profitent pour embellir le cadre de travail. Vous suivrez le reportage à cet effet. Et puis, la vente du poulet grillé, communément appelé tchenga, est une activité très répandue dans la ville de Parakou au Bénin. Une activité qui se nécessite de bonnes mesures d'hygiène afin de garantir aux consommateurs un bon état de santé. Nous ferons dans ce journal une immersion dans cette activité. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin a pris l'initiative de faire paraître une revue semestrielle pour rendre plus visible et plus officielle ces décisions. C'est une première dans l'histoire depuis la création de cette institution. Le lancement du numéro 0 de ce périodique a eu lieu le lundi 9 septembre 2019 à la salle de conférence de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Babatonde, Paul Esther Saoussi. Procéder à la diffusion du droit, c'est une mission et plus encore un devoir pour toutes les juridictions constitutionnelles à travers la publication de leur propre jurisprudence, mais aussi de la Constitution. La Cour constitutionnelle du Bénin le fait déjà si bien à travers le recueil des décisions de la Cour, les rapports de la Cour constitutionnelle et autres colloques organisés par cette institution juridictionnelle. Ce faisant, cela suffit-il pour remplir cette mission de contribution à la diffusion du droit? La réponse à cette interrogation est bien évidemment la négation. C'est pour compléter et parfaire tous les efforts faits par les précédentes mandatures de la Cour constitutionnelle du Bénin que celle dirigée par le professeur Joseph Djogbenou a pris l'initiative d'éditer une revue de la Cour constitutionnelle intitulée « Constitution et consolidation de l'état de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales en Afrique ». Il nous a paru nécessaire, alors qu'elle est constamment condamnée sans être jugée, de faire en sorte qu'elle soit jugée peut-être sans condamnation. Le jugement des sachants, le jugement des universitaires. Et le jugement des universitaires, des décisions de la Cour constitutionnelle, le jugement par les universitaires et par les praticiens, nous paraît être un devoir pour la Cour de contribuer à ce jugement-là. C'est le sens de la revue. Et je suis heureux d'y voir contribuer nombre d'universitaires béninois comme étrangers. Un périodique semestriel composé de différentes parties, les unes aussi importantes que les autres. Éditorial, doctrine, chronique, jurisprudence constitutionnelle et enfin actualité des juridictions constitutionnelles sont entre autres les rubriques qui meublent ce numéro 00 de la première revue de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le jugement par les autres est le critère de transparence et de qualité des juridictions dans leur ensemble et des juridictions constitutionnelles de manière particulière. Et cette opportunité, nous allons constamment l'offrir. Encore une fois, je voudrais, avec mes remerciements réitérés aux uns et aux autres, prononcer le lancement officiel du numéro journalistiquement 00, mais ordinairement numéro 1 de la revue de la Cour constitutionnelle, Constitution et consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Des éminences grises des universités du Bénin et d'Afrique, entre autres les directeurs des 12 écoles doctorales du Bénin, des présidents d'autres juridictions constitutionnelles dans le monde, ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie de lancement qui a pris fin par une collation. Et puis à la fin de la cérémonie, certains invités, et pas des moindres, se sont prononcés. Ils ont apprécié l'initiative et ont mentionné la plus-value que cette revue apporte à la bibliothèque juridique. Ils sont au micro de Dieudonné Babatonde et Paul Esther Saoussi. J'ai pu comprendre que les étudiants ne sont pas suffisamment informés sur les décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin. Soit ces décisions ne sont pas accessibles, bien quand elles sont accessibles, elles ne sont pas bien lues ou bien ne sont pas comprises par les étudiants. Alors, par le biais de cette revue, les gens pourront désormais savoir que la Cour constitutionnelle rend des décisions, que ces décisions peuvent être commentées. Donc, ça participe à une contribution
pour que les étudiants qui ne se retrouvent pas par rapport à cette décision puissent se référer vraiment à un document qui existe. C'est le premier numéro qui est lancé, d'autres vont suivre. Donc ça permet surtout aux chercheurs, même à tous les praticiens, de savoir désormais qu'au Bénin, nous avons une revue de la Cour constitutionnelle qui s'intéresse à diverses matières développées par cette Cour-là. Ça va apporter énormément dans la mesure où les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas toujours perçues de la même manière et que le contentieux constitutionnel appelle également plusieurs observations. Je crois que les premiers écrits déjà qui se retrouvent au niveau de la revue devraient pouvoir énormément guider les étudiants pour voir clair dans tout ce qui est dit, à tort ou à raison, au niveau de la Cour constitutionnelle. Surtout que dans cette revue, il y a maintenant des décisions, les dernières ou les plus importantes, en tout cas pour le moment, qui sont publiées. Je crois qu'à ce niveau-là, les étudiants et nous-mêmes les enseignants, nous avons beaucoup à y gagner, à examiner tout ce qu'il y a au niveau de cette revue et notamment au niveau de ce numéro. La revue ne comporte pas que des écrits des auteurs des décisions. Comme vous voyez bien au niveau de la revue, il y a la partie doctrine, qui est la partie la plus intéressante. C'est-à-dire que les décisions de la Cour sont ainsi soumises à l'analyse des enseignants, les enseignants-chercheurs. Je crois qu'à ce niveau-là, chacun dira sa part de vérité, au regard bien entendu de ce que disent les principes, de ce qui doit être. Et je crois qu'à ce moment-là, une part de vérité sortira. De toutes les façons, les décisions d'une juridiction constituent toujours, pour nous enseignants, la matière de travail et la matière de réflexion. Donc la réflexion qui sera livrée ne sera pas la réflexion ou ce que pensent les auteurs même de la décision, mais plutôt ce que pense l'homme extérieur à cette décision-là. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas à craindre, il y aura de la lumière qui jaillira. C'est inédit, c'est pour la première fois que nous assistons à une revue de la Cour constitutionnelle. Nous pouvons que lui souhaiter longue vie pour que ce numéro 00 ne soit pas le seul. Parce que comme c'est une revue qui doit apparaître tous les 6 mois, nous espérons que les gens vont contribuer pour le numéro prochain. Pour la deuxième fois, le Bénin accueille la rencontre internationale sur l'évaluation environnementale. Au menu des échanges, plus de 6 communications. Le tandem Agence béninoise pour l'environnement, ABE, et le secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale, CIFE, présagent de la qualité des échanges lancés ce lundi 9 septembre à Cotonou. Isaac Adjé, Aliou Anthony. Le Bénin abrite depuis ce lundi 9 septembre le 22e colloque international en évaluation environnementale. La France, le Bénin, le Maroc, le Sénégal, le Canada, le Burkina Faso, ils sont plus de 15 pays à ce rendez-vous qui a pour point de convergence les enjeux fonciers appliqués aux évaluations environnementales. Nous avons constaté qu'il y avait des problèmes fonciers, qu'il y avait des problèmes de déplacement de populations qui occupaient des zones de manière anarchique, et qu'il fallait mettre un peu plus d'ordre dans ces fonciers-là. Et c'est ce qui nous a inspiré ce thème. Et ce que là nous permettra normalement de comprendre ou bien d'internaliser davantage l'importance et le rôle du foncier dans la gestion de l'environnement et dans l'évaluation environnementale d'une manière générale, de partager, de discuter avec les experts d'autres horizons francophones sur ces enjeux et la pratique dans d'autres horizons. Ensemble, le colloque devrait nous permettre de comprendre le rôle des questions foncières et leur mode de régulation dans les domaines de l'évaluation environnementale, dans le domaine de la gestion de l'environnement d'une manière générale. Après 2011, le Bénin accueille en 2019 pour une deuxième fois ce colloque. L'expertise du secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale CIFE représente un atout. Le thème retenu cette année, l'évaluation environnementale et enjeux fonciers, est d'une importance évidente, car toute politique, tout programme et ou projet de développement prend toujours corps sur un territoire. La disponibilité d'un foncier sécurisé, sans conflit pour la mise en œuvre des infrastructures publiques et la réalisation de grands projets privés devient un enjeu majeur pour les promoteurs à cause de la dualité des modalités et conditions d'accès au foncier, particulièrement dans les pays africains où ont longtemps cohabité, ou cohabitent peut-être encore, le droit coutumier et le droit foncier positif. Je voudrais enfin vous exhorter, chers participants, à prendre une part active aux activités qui ont été conçues pour vous aider dans le travail que vous accomplissez quotidiennement pour la protection de notre environnement
et l'amélioration des conditions et du cadre de vie de nos populations. C'est sur ces mots que je déclare ouvert le 22e colloque international du CIFE sur l'évaluation environnementale et les enjeux fonciers. Plein succès à vos travaux. Les travaux sont prévus pour prendre fin le 11 septembre 2019. Puisqu'on parle de l'environnement, on y reste. Les places publiques construites il y a quelques mois dans la ville de Cotonou sont dans un état insalubre. C'est le constat désolant fait par les ministres du cadre de vie et de la décentralisation descendus dans l'après-midi de ce lundi 9 septembre sur les lieux. Ils comptent renforcer les mesures d'entretien afin de donner à ces lieux une image digne du nom. Le point de la descente des autorités dans ce reportage dont les images sont captées par la caméra de Aliou Anthony. L'alerte est donnée sur les réseaux sociaux. Les places publiques érigées il y a quelques mois seulement dans la commune de Cotonou végètent dans une insalubrité totale. Et c'est ce qui justifie la descente de deux ministres du gouvernement, José Didier Tonanto du cadre de vie et Alassane Seydou de la décentralisation. Aux côtés du préfet intérimaire du littoral et du maire par intérim de Cotonou, ils sont allés sur le terrain et le constat est perceptible. Ce que nous avons vu ce soir est déplorable. Cette place ne peut attirer personne. Donc l'objectif ne sera pas atteint. Elle a été construite pour le plaisir des citoyens, mais son état est tel qu'aucun citoyen ne voudra venir ici. C'est vraiment regrettable. Les autorités sont remontées et très fâchées par l'état des lieux, ici à Ouiho, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Des tas d'immondices et des ordures ménagères ont envahi les lieux. Même scénario à Missebo, dans le 5e arrondissement de la ville vitrine du pays. La responsabilité des élus locaux est évoquée. Ce que nous avons vu pose le problème du fonctionnement des organes infracommunaux. Les conseils de quartier, les conseils d'arrondissement ne fonctionnent pas. Lorsque un chef quartier constate que l'État a réalisé une infrastructure de cette qualité-là dans son quartier, il devrait en faire sa chose. En effet, je pense que malgré tous les efforts qui sont faits, il y a la nécessité aujourd'hui que chaque élu, à commencer par le conseiller local, le chef de quartier, le chef d'arrondissement, puisse jouer véritablement son rôle de proximité, en regardant et en suivant de près tout ce qui se fait sur leur territoire. Bon, et c'est ce faisant que nous allons jouer pleinement notre rôle. Pour le suivi, c'est les élus locaux qui devaient prendre la relève, mais à ce niveau-là, il y a cette défaillance. Des défaillances à déplorer et qui soulèvent d'autres inquiétudes. Les images qui ont circulé montrent qu'on vient déposer, on vient accrocher à la clôture des sachets contenant des ordures ménagères. Donc ce n'est plus un espace de récréation, ce n'est plus un poumon vert, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus un poumon vert, c'est devenu un espace toxique pour la ville. La seule question que je me pose désormais, est-ce que l'asphaltage sera approprié? Comment est-ce que ça va se passer? Donc c'est dans une certaine angoisse que nous poursuivons le projet si nous n'avons pas le prolongement nécessaire au niveau local pour que l'entretien soit assuré. Les citoyens sont invités à s'approprier ces ouvrages publics et à faire preuve de citoyenneté et de patriotisme quant à l'entretien de ces lieux publics érigés pour leur bien-être. Plusieurs cadres statisticiens et planificateurs sont en atelier depuis hier sur la redevabilité. L'atelier est une initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il se tient à l'Infosec de Cotonou. Voici le compte rendu de la cérémonie officielle de lancement avec Latif Boni et Silas Zoui. Plusieurs cadres de nos ministères, surtout ceux chargés de planification du développement et de la statistique, ils se rencontrent sur initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le but, trouver les pistes pouvant accélérer l'intégration de la redevabilité dans la planification du développement. L'appropriation de ces principes dans la gestion du développement au Bénin se fait encore attendre. C'est pourquoi il convient de saluer cette initiative
de la CEA qui nous offre l'opportunité de corriger cette insuffisance. Vous êtes donc mieux placé pour savoir que pour avoir plus de ressources, il faut démontrer que vous avez bien utilisé ce qui vous a été alloué à travers les CDMT avec de très bons résultats et que vous êtes capable d'en utiliser davantage pour de meilleurs résultats de développement. La redevabilité, une nécessité pour une gouvernance responsable, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en a fait son cheval de bataille. Un combat qui trouve son écho dans les options de gouvernance de Patrice Talon. C'est tout naturellement que le Bénin fait partie des 5 pays où le programme est en expérimentation. S'appuyant sur la compréhension de la planification comme étant un outil de promotion de la redevabilité entre les citoyens et le gouvernement, le projet vise à établir et à renforcer le lien entre la statistique et la planification comme moyen d'accroître la redevabilité dans le cadre de la politique nationale de développement. Le projet est aussi l'aboutissement des travaux précédents de la CEA en matière d'appui technique aux États membres, particulièrement le renforcement des capacités des personnes et des institutions par rapport à l'atteinte des objectifs nationaux de développement. La gestion axée sur les résultats, ce qu'il est convenu d'appeler la gare, est un mode de gestion qui vise simultanément la qualité des services aux citoyens, l'efficacité de la dépense publique et la conformité aux règles administratives établies. Étendue au principe de responsabilisation et de redevabilité, elle mérite donc une attention particulière dans la conduite du processus de développement de notre nation. Ainsi, il importe de créer une forte synergie entre les acteurs clés de la planification et de la statistique de notre administration pour le respect au Bénin du principe de redevabilité dans la planification du développement. L'atelier international sur le renforcement des capacités des gouvernants africains pour l'intégration de la redevabilité dans la planification de développement initié par les Nations Unies va durer 2 semaines. Autre élément dans ce journal, suite aux plaintes reçues des journalistes au sujet de la délivrance des cartes de presse, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC rassure les professionnels des médias de ce que les cartes seront disponibles d'ici peu. Une carte dont la HAC entend rendre plus attrayante et sécurisée. Je propose de suivre à ce sujet Maître Bastien Salami, conseiller à la HAC. Il est au micro de Marouf Abiola Boussari. J'ai d'abord une pensée pour l'équipe qui est passé avant nous, qui a fait un travail formidable par rapport à la carte de presse. Bon, c'est vrai qu'au dernier moment, il y a un goulot d'étranglement qui fait que les professionnels médias, la presse écrite notamment, les journalistes, qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors de notre dernière tournée plan national, on a sillonné 6 départements. Moi, je peux vous dire qu'à l'occasion, nous avons rencontré beaucoup de journalistes qui se plaignaient de l'absence de la carte de presse. J'étais très sensible au cri de cœur des journalistes qui sont en fait des partenaires, qui ont besoin d'être soutenus. Parce que nous avons mis la promotion de la liberté de presse comme un point d'honneur de notre mandature. Donc nous ne devons rien faire pour restreindre la liberté d'aller et venir, la liberté de pouvoir travailler librement. Très rapidement, les cartes seront délivrées. Nous avons essayé de trouver des solutions aux difficultés qui étaient soulevées, érigées devant nous, mais tout est entré en ordre. Les cartes seront délivrées et rendre plus connues du commun des mortels avec tous les privilèges qui sont liés à cette profession-là. C'est pour cela que nous allons envisager dans les mois à venir de rendre cette carte-là plus attrayante déjà, plus fiable, pour que le journalisme béninois soit non seulement sécurisé, mais respecté dans le monde. Le montant qui est actuellement fixé pour la carte est dérisoire et que c'est beaucoup plus la communauté nationale qui vient suppléer aux dépenses liées à la délivrance de la carte. Mais rassurez-vous, nous serons amenés
dans les mois prochains à prendre des mesures hardies, toujours dans l'intérêt de la profession. Une interrogation dans cette édition, comment réussir la mission d'évangélisation en Afrique? La question était au cœur d'une rencontre chrétienne ce week-end. L'initiative est portée par l'école d'initiation théologique et pastorale. Elle est surtout inspirée d'un appel du Saint-Père Paul VI il y a environ 50 ans. Le point de cette rencontre a tenu à l'église Saint-Michel de Cotonou avec Elia Djiran et Silas Zouin. La mission de l'Église catholique en Afrique croise celle des humanistes. Pour commémorer le cinquantenaire de l'historique appel de Saint-Pape Paul VI à toute l'Église de l'Afrique, l'Église Famille de Dieu se penche sur les problèmes de développement, les rapports humains et la mise en pratique des valeurs sociales conduisant à la réconciliation et la paix. Cette mission requiert une authentique autonomie de l'Église Famille de Dieu en Afrique. La déclaration de Saint Paul VI à Kampala ne doit pas être comprise dans un sens non seulement endogène de l'évangélisation de l'Afrique par les Africains eux-mêmes, mais aussi exogène de l'évangélisation du monde par des missionnaires africains. L'exode missionnaire des Africains semble ainsi mettre en échec la floraison de la nouvelle évangélisation et requiert une réelle conversion et un sens de responsabilité, sinon on assisterait ici à une évangélisation dans le désert. La volonté pour l'Église d'Afrique, à travers ses évêques, d'avoir un espace ecclésial où elle puisse s'exprimer en tant qu'Africain et non en tant qu'anglophone, francophone ou lusophone, est née au cours des assises du Concile Vatican II. Le fait historique sur le terrain est la création, avant 1969, de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest francophone au CERAO et l'AMCA, son homologue pour l'Afrique de l'Est. Instrument ecclésial de communion entre les fidèles, l'école d'initiation théologique et pastorale se veut être une référence dans l'enseignement des œuvres caritatives et sanitaires. Offrir de la formation sur les valeurs du royaume de Dieu et la force spirituelle. C'est pourquoi les théologiens et chercheurs s'intéressent au devenu de l'Afrique. Une observation directe permet de constater que la situation de l'Église n'est pas encore bien réelle. C'est-à-dire la situation de la mission en Afrique n'est pas encore totale. Parce que peut-être la mission n'est pas bien comprise, ou bien qu'elle est faussée, ou encore ignorée dans les conditions d'application. La société africaine est interpellée et la foi chrétienne est questionnée. Que faire l'Église face à ces problèmes? La matinée d'échange débat théologique initiée à l'intention des théologiens a donné l'occasion à ces hommes de Dieu de discuter et de réfléchir sur les nouveaux chemins d'éthique, d'évangélisation pour la communauté chrétienne de l'Afrique. Nous sommes à moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2019-2020 et les établissements s'activent pour une rentrée paisible. C'est le constat fait hier, lundi 9 septembre 2019, au démarrage de la pré-rentrée. Si pour certaines écoles, la période est propice pour la mise sur pied de leur calendrier scolaire, d'autres en profitent pour embellir le cadre de travail avant le jour J. Le reportage est signé Sandra Kakbo, préférence Noutevi, présenté ici par Marou Fabiola Boussari. L'élaboration des emplois du temps est l'exercice auquel se sont consacrés bon nombre d'établissements en cette matinée de la pré-rentrée. Les inscriptions et les achats de fournitures ayant commencé bien plus tôt continuent de se remarquer. Ici, dans ce complexe, l'heure est au relooking. Quand les classes sont bien aérées, les enfants aussi assimilent bien. C'est pour cela que nous sommes en train de peindre les salles, d'arranger les tables bancs, de mettre en place tout ce qu'il faut pour que le lundi, ne soyons pas trop affolés en face des élèves et des parents d'élèves.
Dans d'autres écoles, l'accent a été mis sur la réalisation du calendrier scolaire, un outil indispensable pour la réussite de l'année académique. Nous avons le calendrier scolaire national. Donc par rapport à ça, nous devons élaborer un autre calendrier scolaire pour pouvoir adapter notre système éducatif dans notre milieu spécialement. Nous devons apprêter également tous les manuels qu'il faut pour que nos activités puissent commencer exactement à la rentrée. Il n'y a pas question qu'on soit en retard. Nos tableaux ont quel aspect? Il faut aussi voir là, puisqu'il y a des exigences dans les prescriptions de nos ministères qu'il faut respecter la couleur du tableau. Nous avons fini avec quelle couleur l'année passée? Est-ce que nous allons continuer avec cette couleur-là, la même couleur? Est-ce que les enfants vont bien sûr voir au tableau et comme cela se doit afin de pouvoir acquérir les connaissances ou bien cultiver les connaissances? Tout ça là, ce sont des choses que nous devons mettre, c'est des détails et nous ne devons pas les occulter. Les parents d'élèves ont été appelés à veiller au suivi de leurs enfants dès le démarrage de la rentrée. Mettre à disposition des enfants des documents appropriés. Vérifier si l'enfant fait ses exercices. Aller dans l'école pour se renseigner sur l'enfant. Que l'enfant sache que, attention, mon papa vient se renseigner. Que le parent sache que le parent ne veut pas se mettre à la place de l'éducateur, à la place de l'enseignant, je vais dire. La rentrée académique est prévue pour le lundi 16 septembre 2019. Les élèves vont investir les salles et se mettre rigoureusement au travail pour espérer de bons résultats. Vous aimez les poulets grillés, comme m'a appelé Tchétchanga? Eh bien, sachez que c'est une activité très répandue dans la cité des Koubourou. Une activité qui nécessite de bonnes mesures d'hygiène afin de garantir aux consommateurs un bon état de santé. Alors, ces mesures d'hygiène sont-elles respectées par ces vendeurs en question? Quelles sont les conditions de préparation de ces viandes grillées? Les précisions dans ce reportage signé Zita Saka Maker Kakbo. Dans la ville de Parakou, la vente de viande de poulet grillé prend une place importante dans les activités génératrices de revenus. Mais force est de constater que les règles d'hygiène de cuisson et de grillade de ces poulets ne sont toujours pas respectées. On va mettre ça dans l'eau d'abord. Si tu viens griller, on va mettre ça dans l'huile. Si on a venu là, on va préparer ça. Si on a préparé ça encore, on va bien griller. Si on a grillé ça, on va remplacer ça bien propre. On va mettre piment avec l'huile, avec maïs, sel, avec arôme encore. Ouais, maintenant on va aller au marché quoi. Ces vendeurs font bonne affaire dans la vente de ces poulets grillés. Ils vendent en détail et parfois en gros. Les prix peuvent varier entre 100 et 1000 francs CFA. Je vends moitié 800, 700 000 francs. Complet 1500. Il y a pour 100 francs, 100 francs. C'est les ailes, on vend 100 francs. Quand j'ai fini là, on va trouver 3500, 4000, même 5000, on va trouver. C'est les chances. Tu vas trouver 6000 comme ça, ou bien 5000, ou bien 4500, 3000, 3500 comme ça. Avant là, on trouve 2000, 2500, mais maintenant là, 1300, 1500 comme ça. Si tu as trouvé l'homme des Ambrousse, là, tu vas trouver 2000 comme ça. Mais malgré l'avantage de cette vente, les vendeurs de poulets grillés font face à des risques énormes liés à leur métier. Si tu travailles là, les couteaux, on va les couper. Il y a les pains qui vont griller moi. Les couteaux là, ça ne peut pas me rentrer moi. Mais le huile là, ça rentre avec le pain quoi. Le pain là, il y a son médicament. Mais le huile là, il n'y a pas son médicament. Moi, je n'ai pas ça quoi. Mais les couteaux là, avant là, ça rentre. Les consommateurs, quant à eux, ne sont pas indifférents à cette viande qu'ils jugent bonne pour la santé. Isaac est un grand consommateur de cette viande. Il en raffole et ceci pour diverses raisons. Moi, je mange beaucoup tchétchenga et j'aime beaucoup cette viande-là. Je vois que la viande-là, ça donne un peu de vitamines. Et j'apprécie ça beaucoup. Et je vois que tout le monde aussi mange la viande là. L'endroit là où il fait l'entretien là, il n'a qu'à aménager ça, il n'a qu'à faire l'entretien bien quoi. Pour que les gens ils viennent acheter et ça attire les gens.
Notons que les conditions d'hygiène dans lesquelles ces travailleurs exercent leur métier laissent à désirer. Cela, malgré les répressions faites dans la ville de Parakou en août 2018 pour faire adopter de nouvelles habitudes aux vendeurs de viande. Prudence donc. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à 19h45 pour un autre rendez-vous de l'information.